Bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents, si nombreux, pour cette dernière rencontre pour ce samedi, ici, dans ce café littéraire. Il y a encore d'autres choses dans l'amphithéâtre, dans l'auditorium, encore ce soir, et puis évidemment demain, pour la dernière journée de ce festival Nature Nomade, 5e édition. J'ai le plaisir de vous présenter notre invité pour ce soir, William Atkins, qui a publié tout fraîchement, en tout cas vient d'être publié en français tout fraîchement aux éditions Albin Michel, dans L'infinité des déserts, Voyage aux quatre coins du monde, un livre qui fait quelques 450 pages de voyage dans les différents déserts du monde. Alors je crois qu'il y en a 8 en tout, un voyage qui s'étale, ou plusieurs voyages qui s'étalent sur un peu plus de 3 ans. C'est traduit de l'anglais par Nathalie Cunnington, et ça n'est pas Nathalie Cunnington mais Morgane Cézanna, qui va nous aider à converser et à nous comprendre et vous éviter de subir mon yaourt anglais. Et on va donc pouvoir, avec William, explorer un peu une petite partie, pendant cette petite heure ensemble, de ce gros et beau livre qui explore de différentes manières les déserts. On va préciser un peu, et puis William va pouvoir expliquer un peu mieux que moi d'où il vient, comment il arrive à cette écriture sur le désert, car il est journaliste, écrivain, il participe à de nombreuses publications. Mais peut-être que ça pourrait être ma première question, un peu de biographie jusqu'à cette arrivée au désert. Vous dire aussi que ce livre est dense, il comporte plusieurs aspects qui sont à la fois historiques, littéraires, géographiques, politiques, autour des différents endroits du globe que William a arpenté, et qu'on a choisi d'essayer de vous faire vivre un peu de l'expérience sensorielle du désert, puisqu'on a préparé un peu cette rencontre avec William, en essayant de faire entendre un peu ce qui peut se passer dans le désert, à la base de sons, de musique, et aussi de lectures qu'on va faire à deux voix, en anglais et en français, des extraits donc de ce livre, Dans l'infinité des déserts, Voyage aux quatre coins du monde. Voilà une longue introduction que Morgane s'efforce de traduire en temps réel à William. Et voici donc ma question introductive. William, avant d'arriver à ce livre, Dans l'infinité des déserts, d'où viens-tu? De quelles écritures? De quelle envie d'écriture littéraire ou journalistique? Et quelle a été, ça c'est la sous-question, quelle a été l'impulsion qui a déclenché d'abord ces voyages, puis ce récit? Merci Henri. Merci d'être venus. Je suis désolé, je ne parle pas français. Merci Henri. And thank you to our brilliant translator, Morgane. So the question is about where the book began. Mm-hmm. And so, as Henri says, I am a writer and a journalist. I'd written before this a book about a very different landscape in some ways, a very wet landscape, the moorlands of England. And in the course of that experience of researching the book about moors, I spent some time in a monastery in the southwest of England on the edge of a great piece of moorland called Dartmoor. Donc merci à tous. Alors oui, la question, donc c'est d'où est-ce que je viens et comment cette aventure a commencé. Et donc comme Henri l'a souligné, je suis journaliste en plus d'être écrivain. Et avant le livre dont nous venons de parler, j'en avais écrit un autre et qui décrivait un tout autre type de paysage. C'est la lande en Angleterre. Et quand j'ai fait mes recherches pour écrire ce livre à propos de la lande anglaise, eh bien, j'ai passé pas mal de temps dans un monastère dans le sud-est du Royaume-Uni, dans le Dartmoor. I lived in the monastery only for a few weeks.
they were Cistercian monks. And while I was there, I learnt about the association, the connection between the landscape and that particular practice. So the landscape of moorland, wet, treeless, flat, hostile, and the practice of Christian monasticism. And I also learnt that Christian monasticism, which I've always been interested in, began in the desert of Egypt. Et pendant que j'ai séjourné dans ce monastère, donc j'y suis restée quelques semaines, eh bien j'ai découvert, donc c'était un monastère cistercien, et j'y ai appris quelque chose de très intéressant, c'est donc la connexion intime entre le paysage de la lande, là-bas, ce paysage très humide, plat, très hostile, la connexion entre ce paysage et la pratique du monachisme chrétien. Et je me suis aussi rendu compte que cette pratique-là, elle avait débuté dans le désert en Égypte. And so that was one starting point, an interest in the monastic tradition and the relationship between monasticism and desert places. And so I began to research the idea of writing a book about deserts. But something that often happens with me when I start to write a book, I realize that I don't know what the word means. So when I decided to write a book about moorland, I did not know what a moor was. And when I began to write this book about deserts, I realized I didn't really know what a desert was. Do you want to say that? Yeah. Et donc, c'est un peu un point de mon point de départ. Donc, je me suis intéressée à la tradition monastique et au rapport qu'il pouvait y avoir entre cette tradition-là, cette pratique-là, et le désert. Les endroits désertiques. Et donc je me suis mis à faire des recherches avec cette intention d'écrire un livre sur le désert. Et il s'est produit quelque chose qui se passe assez souvent avec moi quand je commence à écrire un ouvrage. Je me rends compte qu'en fait, je ne sais même pas ce que veulent dire les mots. Je serais incapable de donner la définition des mots, des concepts sur lesquels je vais m'attarder. Quand j'ai commencé à écrire sur la lande anglaise, je ne savais pas du tout ce que c'était que la lande, en fait, ce paysage-là. Et ça a été la même chose pour le désert. So, of course, we know that a desert is a dry place. We know that it's a place where evaporation is greater than precipitation in a very basic way. But a desert is much more than this, of course. It has enormous presence in our cultural life, in our imaginations, and in our language. And so what I wanted to do, I realized, was to begin with that word desert and try and understand what that meant. And I wanted to do that by taking a series of journeys to these very dry places all around the world. C'est gentil. Hop. C'est ici. Évidemment, nous savons tous, c'est un peu un lieu commun de dire que le désert, c'est un endroit très très sec, un endroit où le taux d'évaporation est supérieur de beaucoup au taux de précipitation. Donc on a ces notions assez basiques sur le désert. Mais le désert, c'est beaucoup plus que tout ça. Il y a dans le désert une présence... on y sent, une présence culturelle. Il fait partie de notre imaginaire, de notre culture. Le désert est même présent dans nos langues. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie, justement, d'aller explorer ce qu'il y avait derrière ce mot de désert. Mais qu'est-ce que ça signifie, le désert ? Et à partir de là, j'ai commencé à faire des voyages dans différents déserts à travers le monde. And I will hand over to Henri in a moment. But je vais redonner la parole à Henri dans quelques instants. In short,
a journey that began in a very wet, cold, hostile part of my country, England, took me around the world. It took me to the nuclear test grounds of Australia. It took me to the Mexican border with undocumented migrants. It took me to the man-made sea of the Aral Sea in Kazakhstan. It took me to Xinjiang. It took me around the world. But the starting point was a monastery in the middle of a moor in England. C'est donc un voyage. Oups. C'est donc un voyage qui a commencé dans un endroit très humide, très froid, à côté de chez moi, en Angleterre, mais qui m'a emmenée aux quatre coins du globe. Je me suis retrouvée, pour écrire ce livre, sur les sites de tests nucléaires en Australie. Je me suis retrouvée à la frontière mexicaine avec des migrants qui tentaient de la traverser, la frontière. Je me suis retrouvée dans cette mer, ce désert artificiel qui est devenu la mer d'Aral au Kazakhstan. Je me suis retrouvée aussi au Xinjiang en Chine. Donc ce livre m'a amenée aux quatre coins du monde, mais le point de départ, ça a été ce monastère en Angleterre. Alors avec ces explications, on a déjà un bon résumé du livre et des différents voyages que tu vas faire pendant 3 ans, je crois, un peu plus. Il serait bon de préciser aussi, le livre s'ouvre d'ailleurs avec un chapitre qui s'intitule « La bibliothèque du désert », de préciser que tu as beaucoup lu, et peut-être tu lis encore beaucoup, autour de cette notion du désert, que ce soit dans la littérature, dans des essais peut-être parfois plus scientifiques ou de sciences humaines. Il y a beaucoup de références historiques, littéraires dans le livre, à la fois dans cette première partie, dans ce premier chapitre, mais aussi tout au long du livre. Et puis une riche documentation en fin d'ouvrage qui renvoie vers une belle bibliographie qui renvoie vers des écrits historiques ou précis, ou en tout cas références pour toi et puis pour pas mal de gens autour du désert. Est-ce que tu avais d'abord une approche intellectuelle du désert avant d'aller l'éprouver dans ton corps ? Parce que c'est un peu ce qu'on ressent à la lecture du premier chapitre, où l'arrivée dans le désert est un moment assez important, un phénomène pourtant maintes fois décrit, mais que tu montres dans une description, on va dire très sensorielle, de comment ton corps éprouve ce désert pourtant déjà appris dans les livres. Yeah. So I think there is an idea that the travel writer is somebody who spends his time traveling. I spend more time sitting at a desk in the library than I do walking in deserts. And so the reading part of the exercise is almost as important as the traveling. And I suppose one of the things I've sought to do in writing this book is to, on the one hand, think of the desert as a literary artifact, a literary thing, a thing that exists in libraries, in our minds, in the Bible, and then to go to that place and see how it compares. What is the reality of a desert under your feet compared to the very dry experience of sitting in a library and reading about it? It was very important that I spent time in this environment and then began to think how I personally could begin to understand it. Alors, il y a cette espèce d'idée, d'image qu'on a de l'écrivain voyageur, comme quelqu'un qui passe son temps à voyager, toujours en mouvement. Mais moi, en fait, je passe le plus clair de mon temps à la bibliothèque, assis à lire. Je passe en tout cas beaucoup plus de temps comme un rat de bibliothèque que à marcher dans le désert, à arpenter le désert. Et donc j'ai lu, pour moi, la lecture à propos des endroits que je vais aller explorer, elle est aussi importante que le moment que l'exploration elle-même, que le voyage.
Et donc, eh bien, j'ai essayé ce que j'ai essayé de faire, ma démarche avec ce livre, ça a été de présenter le désert comme un artefact littéraire, comme vraiment quelque chose de tangible, une chose qui existe vraiment, qui existe dans nos bibliothèques, qui existe dans nos esprits et qui existe dans les livres. Et ensuite, c'est pour ça qu'il était très très important pour moi de me rendre ensuite sur place pour comparer cette connaissance que j'avais acquise sur le désert avec ce qu'il y avait vraiment là-bas sur place, et puis aussi de comparer l'expérience un petit peu austère que j'avais eue en bibliothèque avec l'expérience de vivre dans le désert. Et c'est seulement à partir de cette comparaison que j'ai pu commencer à réfléchir à la façon dont moi, vraiment, je comprenais cette notion de désert. Alors je vous le disais, on va vous proposer des extraits du livre de William Atkins, en commençant par la VO, par l'auteur lui-même, et puis je vous en donnerai la traduction de Nathalie Cunnington juste à la suite. Henri mentioned the sensory experience of the desert. So I'm going to read a very short passage that touches on that subject. Henri a évoqué la dimension sensorielle du désert. Donc je vais lire un passage qui donne un bon aperçu de cette thématique. Even when the wind dropped, you had to work to experience the silence, had to shut yourself up for a start. Stop fidgeting, stop the gulping, the ceaseless tonguing and lipping, the clicking of your jaw, the blinking of your jellied eyes, the burbling of the nostrils and the boiling of the guts. Stop breathing. It was easier at night when the wind had stilled. I would wake to a full moon so bright it dazzled the stars. And as I held my breath in my sleeping bag, the silence was a sharp hum. And accompanying it, much lower, there was a sound of liquid in circulation, as of water moving through a pipe deep underground. Même quand le vent tombe, percevoir le silence requiert un effort. En premier lieu, il faut étouffer son moi, c'est-à-dire renoncer à tous ces petits gestes impatients, ces réflexes de déglutition, ces mouvements de la langue et des lèvres, faire taire les narines et les tripes gargouillantes, cesser de respirer. C'est plus facile la nuit lorsque le vent se tait. Chaque fois que je me réveille, la pleine lune est tellement brillante qu'elle éblouit les étoiles. Alors, allongé dans mon duvet, je retiens mon souffle et guette le silence. Un bourdonnement aigu accompagné en sourdine d'un bruit liquide, comme s'il y avait de l'eau qui coulait dans un pipeline enfoui plusieurs mètres sous terre. This is a desert, a lesson that the desert teaches you, that an irony is that we sometimes go to desert places to try and escape ourselves. But you find you cannot escape yourself. Your body is there. And there is no silence, there is no darkness, there is no stillness. And we think, I suppose, of deserts as dead places, but you're reminded that deserts are alive. Ça, c'est une des leçons que le désert vous apprend. Et c'est vraiment l'ironie en fait, du voyage dans le désert. C'est qu'on s'y rend bien souvent en se disant ça va être un moyen d'échapper à nous-mêmes. Mais en fait, ça, c'est impossible. Et on se retrouve dans le désert et on se rend compte qu'en fait, notre corps est bien là. On n'arrive pas du tout à échapper à soi-même. Il y a pas... On ne trouve pas de silence, on ne trouve pas non plus l'obscurité totale, on ne trouve pas non plus de l'immobilité totale dans le désert. Il y a cette image du désert comme un endroit mort, stérile, mais ce n'est pas vrai, les déserts sont vivants. À propos du silence impossible, on écoute le désert qui chante.
artificiel dans ce qu'on entend. Il s'agit des vents qui procurent un son, enfin, ça s'appelle le sable chantant, le singing sound. Donc plus exactement, là, des sons comme quand on soufflerait sur une bouteille en verre. Mais là, c'est le vent qui occasionne ces chants-là dans le désert, avec certaines particularités physiques. Peut-être William va les détailler un peu plus. Mais en tout cas, dans cette idée de l'impossibilité du silence, même dans le désert, il y a toujours du son, ne serait-ce que le son de son propre corps. There is sound. And the sound you heard is known as the singing of the sands. And this sound has been recorded for hundreds of years in deserts from China to Saudi Arabia to the United States of America. And nobody knows what causes it. They think maybe it's to do with the vibration of air between the particles of sand or the wind passing over the surface of the sand. It usually occurs when somebody is walking through sand. And the first reference I know of is Marco Polo in the Gobi Desert, who talks about the singing sands. Oui, ce son-là qu'on vient d'entendre, on a appelé ça la chanson du sable. Et ce sont des sons qui ont été enregistrés, enfin, dont la présence a été signalée depuis déjà des millénaires dans des déserts, aussi bien en Chine qu'en Arabie Saoudite qu'aux États-Unis. Et personne n'arrive vraiment à identifier la cause de ce qui crée ce son-là. Alors certains disent que ce serait les vibrations de l'air à travers les particules de sang ou de sable, pardon, excusez-moi, ou bien le contact du vent à la surface du sable. En tout cas, ça se produit toujours quand quelqu'un marche dans le sable. Et la première, première fois qu'on a pu qu'un explorateur, en tout cas, a signalé la présence de ce son si particulier, c'était Marco Polo. Quand il a traversé le désert, il parlait déjà à l'époque des sables chantants. Toujours sur cette idée de silence, tu as eu la gentillesse, William, de me transmettre des sons que tu as toi-même enregistrés quand tu te promenais dans les différents déserts. Je voulais juste vous faire écouter un petit extrait d'une marche dans le désert de Gobi. Et en fait, il y a tellement de vent que c'est très très sonore, c'est très bruissant et bruyant. C'est un petit fragment, mais c'est pour donner cette idée que, encore une fois, le silence est une sorte de mythe qu'on s'est construit par rapport au désert. Peut-être tout comme on s'est construit le mythe d'un endroit qui serait dépeuplé, alors qu'il y a des gens, il y a du monde, il y a des humains qui, parfois même, y font un certain nombre d'activités. Et là, ça va nous faire un passage à une autre séquence du livre, où on est sur les essais nucléaires que la Grande-Bretagne a fait dans les déserts australiens et qui ont des conséquences sur le paysage, sur les éléments, comme on va le voir peut-être dans un extrait qu'on va vous proposer à entendre. Mais peut-être, William, tu veux venir sur cet autre voyage donc, dans le désert australien. I will tell a quick story first. Before I began these journeys, I spoke to a friend about making a radio program for the BBC. And I borrowed a nice recording device and I took a microphone to China and I made maybe 15 recordings. I got back and there were 15 recordings of almost nothing. So the radio program did not work. Je vais vous raconter une petite anecdote. Avant que je me lance dans ce projet d'écriture, eh bien, il y a un ami m'avait proposé de faire avec lui un petit programme, petite émission radiophonique pour la BBC.
Et donc, voilà, j'étais partant. J'ai emprunté tout un tas de matériel d'enregistrement sonore. J'ai amené tout un tas de micros en Chine. J'ai enregistré 15 séquences différentes là-bas. Puis quand je suis revenue, je me suis rendu compte que j'avais enregistré pratiquement rien, en fait. Et donc, l'émission a été un échec. Une émission sur le silence, pour le coup. Alors, je le disais, on va vous faire entendre un autre extrait du livre. On est un peu plus loin, on est sur un autre voyage, donc dans le désert australien. Et autant tout à l'heure, il était question de sable et de vent. Là, c'est une toute autre matière qui crisse sous les pieds ou dans la main. Mais peut-être, je laisse William nous en lire l'extrait en VO, puis je vous en lirai la traduction. Yes. We often think, I think, that deserts are places on the edge of the human world. They're at the margins. But what writing this book taught me was that in many ways deserts are at the center of our world. Some of the most important issues of our time are located, in some cases, in deserts. I spoke about the Mexican border, for example, and the issue of migration. But I also spent some time, as Henri said, in the Australian desert at a series of nuclear test grounds called Maralinga. Oui, on pense souvent, enfin, en tout cas, moi, j'avais cette croyance que le désert se trouve en marge du monde humain, vraiment tout au bout de notre monde, et comme s'il en était un peu à l'extérieur. Et je pensais ça, moi, quand je me suis mis à écrire ce livre. Mais ce que l'écriture de ce livre m'a appris, justement, eh bien, elle a démenti cela. Elle m'a montré que, en fait, les déserts se situent vraiment au centre de notre monde et que certaines de nos problématiques contemporaines, parfois très très brûlantes, très importantes, en fait se situent et prennent racine, se situent dans le désert. Je pense par exemple à la frontière mexicaine dont je parlais tout à l'heure avec tous les enjeux pour les migrants là-bas et évidemment à ce désert en Australie où les Britanniques ont effectué tout un tas d'essais nucléaires. Et donc, je me suis rendue, moi, sur le site de Maralinga. One note before I read. Biak is the name of one of the places where the nuclear bombs were let off. At Biak, the ground glittered like a lake that had just begun to freeze and crunched underfoot as I walked. I looked back after 10 minutes and could see Robin was my guide, standing smoking by the ground zero obelisk. The stuff encrusting the surface was trinitite, named after the place of its first earthly creation, the Trinity nuclear test site in New Mexico. This glassy green substance occurred when the sand was fused by the heat of the bombs. You could fill your pockets with pieces of it if you wanted. It was dull black green of wood mould or the sherbety green of verdigris. In consistency it was volcanic, coarsely glossy, like the hard caramel top of a pudding or a potter's glaze that has been fired too hot. Some pieces were as big as my palm and had preserved the molten gloopiness of those bubbling hours after the blast. I gathered a handful of bead-like fragments and put them in the pocket of my rucksack. We got back into the truck and made our way north to Marku. Marku is another test ground. The camels turned their heads to watch us go. They, alone among the animals, did not avoid the blast zone, Robin said, and I wondered if it was because they were not native. Juste oublié de préciser que Biak, c'est le nom d'un de ces lieux où les bombes britanniques ont explosé. Robin, c'était le guide. Et Marku, c'est un autre endroit où il y a eu des tests nucléaires. Merci Morgane. À Biak, le sol scintille comme un lac qui commence à geler et crisse sous mes pas. Au bout de 10 minutes, je regarde derrière moi.
Robin fume, debout à côté de la pyramide. La matière qui recouvre le sol s'appelle la trinitite, baptisée ainsi parce qu'elle est apparue pour la première fois au Nouveau-Mexique, à Trinity, le site des essais nucléaires américains. Ce minéral de couleur verte, qui ressemble à du verre, est le résultat de la vitrification du sable sous l'effet de la chaleur dégagée par les bombes. Il suffit de se baisser pour en ramasser. Sa couleur rappelle celle du bois pourri ou la teinte acidulée du vert de gris. Quant à sa consistance, elle fait penser à celle des pierres volcaniques et sa surface luisante à celle d'un dessert au caramel, ou d'une poterie restée trop longtemps au four. Certains morceaux, grands comme ma paume, ont conservé l'aspect de pâte visqueuse qu'ils avaient au moment de la fusion du sable dans les heures suivant l'explosion. J'en prends une poignée, ils sont gros comme des billes, et les glisse dans la poche de mon sac. Puis nous retournons à la camionnette et faisons route vers le nord jusqu'à Marcoux. Les chameaux nous suivent du regard. De tous les animaux de la région, me dit Robin, ce sont les seuls à ne pas éviter les zones où ont eu lieu les explosions. Serait-ce parce qu'il ne s'agit pas d'une espèce indigène ? Merci, Ron. Voilà une question intéressante parce que c'est ce rapport à l'impact de l'humain sur la nature. C'est à l'œuvre dans un peu toutes les rencontres ici dans Nature Nomade. Ce rapport-là, il est très présent aussi dans ton livre. À quel endroit, même dans ces endroits qu'on pense justement déserts, comme leur nom l'indique, eh bien, y a un impact de l'humain à différents endroits, y compris dans l'importation d'animaux. On verra aussi dans un autre chapitre, le chapitre 3, que le désert de Gobi peut servir de prison ou de lieu d'exil pour les Ouïghours, que la Chine envoie très très loin de leur lieu de naissance ou de résidence. Donc on est dans un monde extrêmement dominé par la géopolitique. Même quand on pense s'en échapper en allant voir autre chose dans le désert, on s'y retrouve. Well, it seems like the edge of the world, but in some ways it is the center of the world. It's a very conflicted place, the desert. And it's a very political landscape as well. Maralinga is a fascinating place because it reminded me, or it showed me, that the real desert is a living, thriving place. We think of it maybe as a dead place, but it's a thriving place. If you go to Maralinga, you see a dead place. You see a dead desert, a dead man-made desert in the middle of the thriving, living desert. Alors oui, alors comme je le disais, le désert, on pense que c'est vraiment en marge du monde, alors que c'est au centre du monde. Ce sont des endroits où il y a beaucoup des lieux de conflit, des lieux qui sont éminemment politiques, un paysage éminemment politique. Et quand vous vous rendez à Maralinga, c'est vraiment fascinant. Vous êtes vraiment mis face à cette idée que le désert, qu'on dit un lieu mort, est en fait un lieu qui grouille et qui pullule de vie. Et à Maralinga, vous avez vraiment cette cohabitation entre le désert pullulant de vie, foisonnant, le vrai désert, et puis ce désert artificiel qu'a créé l'homme avec les tests nucléaires. Est-ce que quand tu as commencé ces différents voyages et donc la potentialité de ce livre, tu imaginais à ce point ce que tu allais trouver en termes d'impact justement politique, écologique, toute cette culture de l'humain qui se retrouve de toute façon à tous les endroits de la planète? It surprised me in some ways, but I chose the destinations precisely because they allowed me to tell these stories about exile, about colonialism, about the exploitation of indigenous populations, about migrancy. So I was surprised at the abundance of stories I found, but I knew from the start that these were political places.
Oui, ça m'a surpris, oui, de retrouver cette dimension politique, oui, dans le désert. Mais moi, en fait, j'ai vraiment choisi mes destinations, les destinations dans ce livre, précisément parce qu'elles allaient me permettre de raconter ce genre d'histoire. Donc des histoires d'exil, des histoires qui racontent la colonisation, des histoires, l'histoire de l'exploitation des populations indigènes, des histoires de migration. Et donc oui, ça m'a surpris, oui, la dimension politique de tous ces endroits-là. Est-ce que finalement, ce livre, c'est certes un livre sur ces déserts, ces différents déserts que tu as visités, est-ce que ça serait une histoire de l'humanité contemporaine à travers ces paysages singuliers ? Oui, it attempts to tell the story of our situation through a series of journeys. And in that sense, it's an ambitious book. But I was also always bearing in mind where I started. The monastery in the west of England, my interest in monasticism, my interest in the connection between the desert and that religious tradition, and my desire to understand what this word means, this giant word, desert. And all of these exercises, they were political on the one hand, but they were also about that word, desert, and trying to define it to myself as clearly as I could. Oui, en tout cas, c'est vrai que ce livre, c'est une tentative, oui, de raconter notre histoire ou une histoire de notre situation à l'heure actuelle, la situation de l'humanité, à travers une série de voyages. Donc c'est vrai que ça peut paraître assez ambitieux comme mission, mais je n'ai jamais perdu de vue mon point de départ, c'est-à-dire ce monastère dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et mon intérêt pour le monachisme et pour le mysticisme mon intérêt pour le rapport entre justement le monachisme et le désert. Et puis toujours cette envie de comprendre ce que voulait dire la notion de désert, essayer de définir ce mot de désert avec la plus grande clarté possible. À un titre peut-être plus personnel, le désert devient quelque chose de, j'ai l'impression en lisant le livre, presque thérapeutique. Tu dis à l'orée du chapitre 2 que tu es victime de ce que le père fondateur du monachisme, John Cassian, appelait l'acédie. C'est une forme de dépression presque qui fait que quand tu reviens en Angleterre, tu as juste envie de repartir tout de suite dans un prochain désert. Ça pourrait être un peu une phrase que beaucoup d'explorateurs ou de gens qui ont fait le tour du monde pourraient s'approprier. Quand on a fait le tour du monde, disait une chanson, on a envie de recommencer parce qu'il y a toujours un petit coin de map monde qui nous a échappé. C'est peut-être cette idée-là d'explorer tous les déserts car quelque part, de manière personnelle, ça te soigne de quelque chose ou ça remplit quelque chose. Yes, this is true. I write a lot about other explorers. I'm not an explorer, but explorers of the desert, real explorers. And I'm very interested in understanding what motivated them, because it's easy to confuse quest with flight. And one of the things I try to do is analyse the motives of some of these earlier travellers. And since I was doing it to them, I could only be honest and try and be frank about my own reasons for making these journeys. And there was a time when I felt as if there was a place in the desert that was the desert perfected.
the most isolated, lonely, inhuman place imaginable. And I tried to find it. And of course, it doesn't exist, and the end of the rainbow doesn't exist. But that was part of the journey, and that was part of the journey I think that those earlier travelers took. It was trying to escape yourself, and then waking up in the night and realizing you were still there. Oui, c'est tout à fait vrai. Moi, j'écris beaucoup à propos des autres explorateurs, parce que moi-même, je ne suis pas un explorateur. Hein. J'essaye de comprendre les motivations profondes qui ont poussé ces explorateurs à se lancer justement dans leur voyage. Parce que je trouve qu'on peut très facilement tomber dans cette confusion entre la quête et la fuite. Et moi, ce que j'ai essayé justement à travers ce livre et ma démarche d'analyser justement les raisons profondes qui poussent et qui motivent ces explorateurs. Et donc en ce faisant, je peux moi-même que être, comment dire, parler avec une honnêteté, parler en toute franchise des raisons moi qui m'ont mené à faire ces voyages. Et il y a eu un moment dans le processus de création de ce livre où j'étais vraiment à la recherche du désert, mais d'un désert parfait, ou même au-delà de la perfection, d'un désert où vraiment je trouverais la solitude absolue, un désert où il n'y aurait plus aucune trace de vie humaine. Mais comme souvent, voilà, je cherchais trop. J'ai pas trouvé cet endroit puisqu'il n'existe pas, hein, parce qu'au-delà de l'arc-en-ciel, en fait, il n'y a rien en général. Hein. Mais cet échec, en fait, de ne pas trouver, en fait, ça fait partie aussi du voyage. Ça nous montre que bien souvent, quand on fait ce genre de démarche, on essaye d'échapper à soi-même. Et en fait, on finit par se réveiller en plein milieu de la nuit et se rendre compte qu'on est encore là avec notre corps qui vit et qui n'est pas prêt de s'en aller, quoi. Le désert absolu. Le désert absolu. Le désert absolu n'existe pas. Peut-être le troisième extrait qu'on voulait vous proposer, finalement, parle de ça, de cette impossibilité. Alors, c'était une assez belle métaphore qui est en même temps très concrète, l'impossibilité de se débarrasser de la poussière. Nous sommes dans le chapitre 6 et dans le désert de Black Rock aux États-Unis. I'll give some context. Yeah? I was staying in a small cabin in the desert in Arizona, about 20 miles from Tucson, alone for 3 weeks. And I had just passed out. Carrément. Let me translate that. Alors, je vais juste contextualiser un peu. Donc, je me trouvais dans une petite cabane dans le désert en Arizona, à environ, je dirais à peu près 40 km de Tucson, et j'y ai passé 3 semaines tout seul, et là, je venais juste de tomber dans les vapes. Okay. Je le lis directement en français, c'est ça ? Ok, allons-y. Alors... Il me faut mes lunettes, pardon. Je finis par me lever et marche en décrivant des cercles devant la cabane, à l'ombre du grand saguaro, tandis que le soleil commence à se coucher. Il fait toujours plus chaud dehors que dedans, mais je me sens mieux. Ma migraine s'est calmée, je vois plus clair, j'ai retrouvé l'équilibre. Je prends un peu d'eau dans le bidon, place une chaise à l'ombre contre un mur de la cabane et m'entoure la tête et le cou d'un foulard humide. Un lézard m'observe, perché au bout d'une poutre. Je me mets debout, portant pour seul vêtement mes bottes et mon foulard, et lui chante la chanson du berger. Folks in a town that was quite remote heard, lay-o-lay-lay-lay-o, lusty and clear from the goat herd's throat heard, lay-lo-lay-lo-lo.
C'est ce que je peux faire de mieux, comme psalmodie. Le lézard s'enfuit, vif comme l'éclair. C'est merveilleux ce retour à la conscience, au langage, à la voix. Daniel m'entend-il tout là-bas, à Cascabel, rajeuni, l'esprit léger, je retourne à l'intérieur de la cabane, m'assois à table, et alors la nausée et le sentiment de tête lourde me reviennent d'un coup. Je cesse de chanter. Non, je ne suis pas victime d'une insolation, d'une fatigue due à la chaleur, de déshydratation ou de dérangement fonctionnel. Mes yeux tombent sur le réchaud de camping, posé entre la lampe tempête et la bouteille de vin. Sa cartouche, insérée de biais, est légèrement ouverte. Depuis que je l'ai rentrée ce matin, après m'être préparé du café, le butane envahit silencieusement la pièce et m'intoxique. J'ouvre les fenêtres, cale la porte et m'installe dehors, pendant que l'air de la cabane se renouvelle. Merci, Henri. Voilà, c'était une sorte de fin possible à une partie de notre conversation, parce qu'on veut vous laisser un peu la parole, sachant que le temps file. Si vous avez des questions, des réactions à apporter à cette discussion et avec William, il y a bien d'autres choses à découvrir dans ce livre, dans l'infinité des déserts, mais vous allez aussi peut-être pouvoir le discuter directement avec William et vous le faire autographier, si vous le voulez, à la suite. Mais avez-vous quelques questions ? Je peux vous faire passer un micro pour qu'on puisse enregistrer tout ça, ou des remarques ou des réactions. No more singing. No more singing. On avait Arrête de chanter. On avait essayé de se dire que peut-être on allait le chanter à deux voix, mais on va vous épargner ça. C'était un extrait, pour info, de Sound of Music, de La Mélodie du Bonheur. La chanson de la chèvre, c'est ça ? Oui, pardon. Attendez, ce qu'il faut qu'il enregistre. Hop. Oui. Oui, alors, donc je recommence. Allez-y. Vous avez fait l'expérience des déserts chauds, les déserts froids ne vous tentent pas? How about cold, nice cold deserts? Would you like to try to? Most of the deserts I spent time in were very hot, and this brings me back to how we define a desert. So if we think of it as a place where there is no rainfall, then we can think about parts of the ocean. We can think about Antarctica. But I had a particular idea of the desert in mind, and really it's a biblical idea. And those are the deserts of Egypt and the Middle East. And so it was the hot deserts I explored. I'd love to see more. I'd love to see the cold deserts. I'd love to see the Atacama. For the next book, maybe. Oui, c'est vrai que les déserts que j'ai visités, moi, ils étaient très, 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 très chauds. Mais ça nous ramène justement à cette question de la définition qu'on donne du mot désert. Si on parle du désert, si on dit que c'est un endroit où il n'y a pas de précipitation, eh bien, ça peut aussi être des endroits en plein milieu de l'océan, ou ça peut aussi être, par exemple, l'Antarctique. Mais moi, en tout cas, ce désert que j'ai exploré, c'était cette idée que j'avais en tête, c'est le désert biblique, donc le désert d'Égypte ou le désert au Moyen-Orient. Donc c'est ces déserts-là que j'ai explorés. Mais j'adorerais vraiment aller, oui, peut-être dans des déserts plus froids, peut-être l'Antarctique un jour, peut-être pour le prochain livre. Bon, puisque vous avez une relation importante au livre et que vous avez beaucoup étudié avant d'aller dans le désert, est-ce que quand vous allez dans ces endroits-là, vous emmenez un ou plusieurs livres? Est-ce que vous lisez ou pas du tout? Est-ce que vous ne faites qu'écrire? That's a good question. I mentioned the cabin that I spent some time in Arizona. It was run by a Christian organization, and they organized for people like me to just go and stay in the desert alone and just be there. And one of the pieces of advice, well, they have two pieces of advice. One of them was, don't do yoga. The second was, don't read.
And for someone like me, I read every day. It's a big part of my life. And I tried to do that in that place. I tried just to be there and not to read, and in a way, not to understand that place through my eyes only, and not to seek to intellectualize it. Mm-hmm. Sometimes I had a book with me, but on that place I stayed for 3.5 weeks and no books. Merci. C'est vraiment une bonne question. Donc pour revenir à cette cabane dans l'Arizona dont je parlais tout à l'heure, en fait elle appartenait, elle était gérée par une association chrétienne qui envoyait justement des gens comme moi dans le désert tout seuls pour leur permettre d'être dans le désert, de juste être là-bas. Et ils m'ont donné quelques conseils, enfin 2 conseils avant de me laisser séjourner dans cette cabane. Ils m'ont dit surtout tu fais pas de yoga et surtout tu ne lis pas. Et pour moi ça me paraissait presque inconcevable. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Moi je lis tous les jours normalement, mais j'ai joué le jeu. Quand je suis allée là-bas, j'ai essayé de vraiment juste être présent, juste être là dans le désert. Je n'ai pas lu du tout. Et j'ai essayé vraiment de comprendre l'endroit avec mes yeux, seulement à travers mes yeux, sans intellectualiser du tout ce que j'y vivais. Il y a d'autres endroits, évidemment, où j'ai emmené des livres, mais là, pendant ces 3 semaines et demie dans l'Arizona, je n'ai pas du tout lu. D'autres questions ? Théodore Monod disait... Théodore Monod disait que le désert, c'est propre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a frappé? Yes. The desert is clean. He also said the desert is monotheistic. T.E. Lawrence of Arabia, one of my countrymen, was obsessed with the cleanness of the desert. And one of the things that I think has drawn some people to the desert is that it's a clean place because it's a dead place, because it's a lifeless place. And again, it's about escaping. Part of me wanted to escape, but part of me was looking for something. Thank you. Oui, c'est vrai, le désert est un endroit très très propre. Et T.E. Lawrence, donc Laurence d'Arabie, qui est un de mes grandes influences, disait que... non, c'est Théodore... Is it Théodore Monod who said that it's monotheistic, or is it T.E. Lawrence? Monod. Excusez-moi. Donc Théodore Monod, oui, disait aussi que le désert était un monothéiste par essence. Et donc T.E. Laurence d'Arabie, lui, il était obsédé par cette idée du désert comme un endroit propre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été, tout comme lui, attirés par le désert pour justement cette idée de pureté, de propreté, mais parce qu'ils voyaient justement le désert comme un endroit mort, où justement il n'y avait rien pour le salir, puisqu'il n'y avait rien. Et ça nous ramène encore une fois à cette idée d'évasion, d'envie de s'échapper, d'échapper à soi-même. Et donc moi, il y avait une partie de moi qui voulait, qui était un peu dans la fuite, mais il y avait aussi une autre partie de moi qui vraiment cherchait quelque chose, qui était en quête de quelque chose. Peut-être une dernière question ou réflexion ? C'est le moment ou jamais. Mais ça peut être jamais. Ou ça peut être après, de manière plus confidentielle, moins publique. Si ça vous va comme ça, je vous propose donc de remercier grandement William et Morgane pour la finesse de la traduction. Merci Henri, merci Morgane. Et on va finir avec un peu de musique, parce que dans les nombreuses choses que tu m'as suggérées, il y a une très très belle pièce de John Luther Adams qui s'appelle Become Desert, très très belle pièce symphonique
qui dit déjà tout dans son titre, Devenir le désert. Une prophétie. Become desert. This is a song. It's okay. This is a song, I should say, composed by the modern American composer John Luther Adams, and he said it was inspired by the desert, but also by something that Octavio Paz said. He said, "Close your eyes and listen to the singing of the light." Donc ce morceau a été composé par John Luther Adams. Donc il a été inspiré évidemment par les sons du désert, mais aussi par une citation d'Octavio Paz qui disait fermez les yeux et écoutez le son de la lumière. C'est solennel.